Angel Selofcost. Bonjour Célia Marie. Alors pendant 3 ans, vous avez sillonné le monde à la recherche des clés des écosystèmes innovants planétaires. Et aujourd'hui, vous lancez un nouveau projet pour dynamiser les écosystèmes en France. Exactement. Et c'est très important parce qu'on s'est aperçu, à travers ces voyages, qu'il y avait un décalage. Certes, la France est encore un des pays les plus dynamiques de la planète. C'est bien connu. Mais ce qui est tout de même un peu perturbant, pas percutant, mais percutant aussi, perturbant aussi, c'est que, en tant que Français, je m'aperçois que finalement, la France, mon pays, n'est pas aussi dynamique qu'on pourrait l'imaginer comparé aux autres. Alors, et déjà, juste l'innovation, parce que c'est un mot un peu galvaudé aujourd'hui. Comment est-ce que vous présentez l'innovation? Qu'est-ce qu'un écosystème innovant, en fait? Un écosystème innovant, c'est un peu, pour le faire très simplement, ou le dire très simplement, c'est un peu une question de vie et de mort. C'est-à-dire que j'observe dans le monde entier qu'il y a des endroits qui s'envolent. Bon, la Silicon Valley en est un. Plus de 40% de la création de valeur de start-up est faite dans la Silicon Valley pour le monde entier. Donc très très loin devant New York ou Londres qui sont le 2e et le 3e place. Et vous avez des endroits où par contre ça s'effondre complètement au point que plus personne ne veut même habiter une maison pourtant magnifique qui est là, quasiment gratuite, personne ne l'achète, vous voyez. Et puis vous avez des endroits qui se maintiennent un peu entre deux. Donc vous avez une sorte de déchirement comme ça des logiques de territoire qui est très nouvelle parce qu'avant il y avait une certaine homogénéité quand on était en France. Les maisons avaient une valeur à peu près qui se tenait dans une fourchette à peu près définie. Alors qu'aujourd'hui, déjà en France, mais c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Allemagne, vous avez des maisons ou des endroits stratégiques où les prix s'envolent. Parce que l'information est là. En fait, ça n'a plus beaucoup à voir avec le territoire. Ça a lié au fait, est-ce que c'est le bon endroit pour avoir la bonne information? Il y a des endroits où ça se maintient plus ou moins, parce qu'il y a tout de même encore des écoles, c'est encore des lieux acceptables. Et puis, vous avez des endroits qui s'effondrent. Et c'est vrai que les populations liées à ces endroits aussi le vivent très différemment. Pour certains, c'est l'époque la plus dynamique jamais connue de l'histoire de l'humanité. Pour d'autres, c'est l'effondrement total, et puis pour d'autres, c'est un entre-deux. D'accord. Donc en fait, on pourrait dire déjà qu'une des caractéristiques des écosystèmes innovants, c'est d'être relié au niveau planétaire, vraiment d'avoir cette ouverture sur l'international, et d'être ancré localement dans un territoire particulier. Et ensuite, l'enjeu, ce serait de faire émerger justement la singularité de chaque territoire pour se positionner stratégiquement dans la mondialisation aujourd'hui. Voilà. Alors là, vous l'avez très très bien résumé. C'est effectivement cette question passionnante en plus, philosophiquement, mais aussi économiquement, mais aussi socialement, mais aussi écologiquement. C'est comment on construit un territoire réactif, comment on construit un territoire soutenable, comment on rentre dans un développement durable, comment on développe une certaine résilience. Et vous voyez que cette question, bien sûr, il y a des enjeux économiques derrière, mais il y a aussi des enjeux sociaux, c'est directement lié aux enjeux sociaux, et des enjeux écologiques. Donc, c'est capital de bien comprendre ces logiques d'écosystème. C'est une question de vie ou de mort. Alors, pour nous, en tant qu'individus, si on est dans un endroit mort, on risque de partir. Il y a déjà des manifestations des gilets jaunes. En fait, pourquoi ils sont si mal? C'est parce qu'ils sont justement dans ces zones qui sont en train de s'effondrer. Donc c'est très très difficile à vivre. Ils ont raison, et c'est légitime qu'ils se révoltent, parce que c'est très difficile de gagner sa vie dans ce genre de milieu. C'est très difficile d'avoir l'information. On n'a plus de services, et malgré tout, on va payer comme les autres. Donc on a le poids sans avoir les avantages. Et puis vous avez d'autres endroits où au contraire les choses s'envolent, c'est extrêmement positif. Donc comprendre bien ces logiques, c'est très très important. D'accord. Et pour rester en fait vraiment vivant, qu'est-ce qui est au cœur? Est-ce que l'enjeu clé de la vie en tant qu'humain, ce ne serait pas justement la connaissance? Est-ce que ce n'est pas ça justement ce que créent les écosystèmes innovants, c'est de la connaissance? Alors effectivement, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, une époque c'était la force brutale, physique. Bon, il fallait être le plus fort, bon, comme ça vous arriviez à attraper des animaux, à les capturer, à les dévorer ou courir après des zèbres. Bon,
Et puis après, ça a été le territoire, donc il fallait sanctuariser un territoire, le sanctifier aussi éventuellement. Mais, et puis après, il y a eu l'argent. Mais aujourd'hui, effectivement, les gens sont encore très focalisés sur l'argent. Et d'ailleurs, les gilets jaunes, ce qu'ils demandent, c'est de l'argent, c'est du pouvoir d'achat. Mais le problème, et c'est là où ça se crispe, c'est que, en fait, les gens n'ont pas bien compris que la vraie richesse d'aujourd'hui, c'est l'information. Et que l'argent, on ne l'a pas par effet de magie. On l'a parce qu'on est informé, parce qu'on est capable informationnellement, de créer de la valeur. Alors il faut l'avoir et puis en même temps savoir la créer. Donc il y a un enjeu de communication et de création de l'information. Et effectivement, dans cet univers d'échange d'informations, bizarrement, alors qu'on pourrait se dire que ça pourrait se déterritorialiser complètement, eh bien, au contraire, ce qu'on observe partout, c'est une reterritorialisation, mais d'un nouveau type autour de l'information. C'est-à-dire, très concrètement, on pourrait se dire que, justement dans la Silicon Valley, justement avec des gens qui ont tous les outils informatiques pour travailler avec la planète tout entière, ce qu'ils font par ailleurs, on pourrait dire que leur lieu de départ n'a plus aucune importance. Ben non, parce que tout simplement les ventures capitales, les capitaux investissent. Il y avait des ventures capitales qui, de manière très très concrète, disaient ben moi de toute façon je n'investis pas à une entreprise à moins de 100 mètres de chez moi. Donc vous voyez la concentration que ça peut créer. Effectivement, dans la Silicon Valley, sur 1 kilomètre, vous avez Google, Apple, Facebook, vous avez des entreprises gigantesques, hyper concentrées, comme jamais on a vu une concentration. Donc c'est complètement paradoxal, mais c'est vraiment cette rencontre du local et du global en même temps, et de la singularité. Okay. Le point que vous aviez souligné tout à fait au début. Et justement, au début, vous parliez justement de la singularité de la France, Donc aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous introduire un petit peu plus ce sujet? Qu'est-ce que la France peut mettre en avant de particulier aujourd'hui par rapport à l'innovation et à ses propres écosystèmes, justement? La France, c'est extrêmement intéressant parce que la France a des atouts extraordinaires. La France est connue, déjà un atout extraordinaire dans ce monde de la communication, c'est que la France est connue dans le monde entier. La France est appréciée et aimée par le monde entier. Paris reste une des, sinon la première destination touristique de la planète. Les gens rêvent d'aller à Paris. Donc il y a des forces comme ça, bon ça c'est le nez au milieu du visage, mais il y en a plein d'autres. Il y a par exemple, est-ce que les Français sont au courant que la France produit 99, c'est une sorte de monopole de la France par rapport aux parfums, et que les parfums se répandent dans le monde entier, et que nous, mais très peu de Français savent, vous voyez ça. Et là, on tombe sur l'ombre de ça. C'est que la France est très fière et très sûre d'elle-même, mais elle ne sait pas exactement pourquoi. Elle ne sait pas exactement pourquoi. Et ça, c'est un peu le propre des gens qui sont trop hégémoniques, c'est que finalement, ils se drapent dans leur grandeur. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on dit sur la France, les Français sont tout de même un peu vaniteux et un peu prétentieux. Mais, du coup, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont nus. Le roi est nu. Le roi est nu. Parce que la France ne sait même pas elle-même bien qui elle est. D'accord. Et donc le projet... Et là, il y a un enjeu considérable. C'est-à-dire, aider la France à savoir qui elle est, connais-toi toi-même déjà, et surtout dans ce monde globalisé, faire valoir tes compétences, ta singularité. Donc, quelle est la singularité de la France? La singularité de la France, c'est la créativité. La singularité de la France, c'est le fait que c'est le pays... Est-ce que les Français le savent, s'en rappellent? C'est le pays où on a inventé l'amour. Alors ça fait rire tout de suite, on se dit ça, surtout quand on est français, parce que pour nous, c'est très loin du monde du business, l'amour. Mais en fait, une grande partie de nos secteurs les plus dynamiques en France, c'est lié à cette culture de l'amour. Le vin, le parfum, la lingerie, quoi d'autre, C'est une certaine forme d'amour, parce qu'il y a plein d'autres cultures aussi qui ont d'autres façons de... Voilà, alors après, là on tombe complètement dans cette question aussi de la singularité, qui sont les grilles de lecture. C'est évidemment une certaine forme d'amour, mais
comme on l'a indiqué, par exemple, c'est le concept d'amour courtois. L'amour courtois, très extraordinairement, ça s'est beaucoup développé en France. Bon. Alors, ce n'est pas pour ça que les autres amours ne sont pas courtois, mais il y a eu une réflexion particulière sur l'amour courtois, par exemple. D'accord, très bien. Et ainsi de suite, on peut continuer. Alors, il y a l'aéronautique, on est, pour parler aussi de manière plus industrielle. Il y a aussi des choses inattendues, comme par exemple le fait, inattendu, mais au moment où on le dit, on se dit mais c'est hyper attendu. Mais on est un des pays qui a une richesse de paysages absolument exceptionnelle, par exemple, là aussi. Donc on a toute une série d'atouts à faire valoir et à positionner stratégiquement. Et ça, est-ce qu'on le fait? Est-ce que l'on fait bien? Moi, j'ai l'impression, quand vous voyagez dans le monde, que New York se gratte la tête sur la manière de se positionner de manière beaucoup plus stratégique que ne le fait, par exemple, Paris, qui pourtant a aussi des atouts extraordinaires. Très bien. Je vous remercie. Je vous propose de passer à la suite. Merci. On va continuer à approfondir ces sujets où on va interviewer Célia Marie sur le projet.